Merci de votre aimable fidélité et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Téléthon Covid-19, une émission spéciale conçue en partenariat avec Focus Yaku et l'appui de l'Institut national d'assurance maladie du Togo. Émission réalisée par New World TV. La télé qui vous transforme en synchronisation avec 2 chaînes togolaises, Radio-Télévision Delta Santé et TV2. Troisième et dernier panel, les perspectives, les projections, la prospective, la vie après Covid-19. C'est maintenant. Il existe une nouvelle façon de se protéger contre le coronavirus. Le masque Lema ou Honam de l'INAM. Fabriqué avec des matériaux certifiés, découpés, montés, nettoyés, lavés, repassés et emballés selon un processus sécurisé, ce masque n'est pas un masque jetable. Lema ou Honam, votre masque pour vous protéger efficacement contre le Covid-19. C'est un masque de qualité, lavable et réutilisable plusieurs fois. Le masque Lema ou Honam, le plus économique, le plus accessible et le plus durable des masques. Les masques Lema ou Honam sont disponibles au prix de 350 francs CFA le lot de 2 et 500 francs CFA le lot de 3 dans les mairies, marchés, ministères, stations d'essence, supermarchés et auprès de certaines pharmacies. Lema ou Honam, un produit social fait par des Togolais pour les Togolais. Le coronavirus se répand, portons des masques. INAM, toujours à vos côtés. Et voici les invités au plateau. Le professeur Didier Ekwevi est avec nous. Il est médecin épidémiologiste et chef du département de santé publique à l'université de Lomé. À nos côtés également, le professeur Yao Mensa Kounetiron. Il est le directeur de l'Institut universitaire de technologie de gestion, UIT Gestion. Notre troisième invité, Yves Badoou. Il est le vice-président du Conseil national du patronat togolais, président directeur général de Togo Food. Et puis sa troisième casquette, il est le président du conseil d'administration du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA. Merci d'être au plateau avec nous, chers invités. Merci de nous avoir invités. Et pour commencer, je voudrais partager avec vous les dernières statistiques sur les économies africaines. Bientôt 10 millions de cas de coronavirus dans le monde et des perspectives économiques catastrophique. La pandémie de Covid-19 promet des semaines et mois sombres pour la planète. Le FMI, le Fonds monétaire international, a prévenu que cette crise, pas comme les autres, elle est pire depuis la Grande Dépression, la pire crise depuis la Grande Dépression des années 30. Ainsi, l'économie mondiale devrait reculer de plus de 5% cette année. L'Afrique du Sud, par exemple, devrait enregistrer une récession de 7,2% en 2020, la pire en 90 ans. Au plateau, finalement, donc, on se pose la question, est-ce qu'on va en finir avec cette épidémie? L'épidémie de coronavirus sa fin est-elle probable? Professeur Didier Ekwevi. Merci Gilles. Donc, est-ce que la fin de l'épidémie est probable? On n'en sait absolument rien à ce jour. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a tous les moyens pour pouvoir contrôler l'épidémie. Et avec les stratégies et les mesures que nous avons actuellement en place, c'est-à-dire la distanciation physique, le port de masque et le lavage régulier des mains, nous pouvons effectivement contrôler le virus. Mais contrôler le virus ne veut pas dire finalement la fin forcément de l'épidémie. En général, on parle de fin de l'épidémie dans le cas spécifique du coronavirus, lorsque nous allons passer 1 mois sans aucune nouvelle infection du virus. Donc, avec tous les moyens dont nous disposons, c'est possible de pouvoir contrôler, mais pas d'éradiquer le virus. Et on parle de plus en plus de vaccins pour en finir avec le coronavirus. La vaccination, est-ce que c'est la panacée? La vaccination est de loin l'intervention de santé publique la plus efficace et la moins coûteuse. Et dans toutes les stratégies de riposte contre les épidémies, nous avons toujours fait recours à la vaccination. C'est le cas, par exemple, des épidémies de méningite où nous avons eu recours à la vaccination. C'est pour cela que le méningocoque du groupe A n'existe plus aujourd'hui grâce à la vaccination. C'est également le cas des épidémies de fièvre jaune, dans une moindre mesure pour la maladie à virus Ebola. Pour le cas du coronavirus, il va se poser, disons, 3 difficultés majeures. La première difficulté qu'on voit, c'est d'abord la tolérance du vaccin. Est-ce que le vaccin sera bien supporté? Deuxièmement, c'est l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que c'est un vaccin qui sera efficace, c'est-à-dire capable de faire produire des anticorps et lorsque vous êtes en face d'un nouveau cas de coronavirus, puisse défendre l'organisme. Et le troisième niveau,
c'est la disponibilité. C'est pour cela qu'on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Vous allez voir les pays développés ont déjà positionné des contrats avec les firmes pharmaceutiques pour leur mettre à disposition plus de 400 millions de doses de vaccins. Ceci sera une des difficultés pour nous en Afrique, c'est d'avoir des vaccins qui seront disponibles pour toute la population. En matière de recherche, il y a plus de 139 essais vaccinaux qui sont réalisés de par le monde, aucun en Afrique, à part l'Afrique du Sud qui va débuter un essai vaccinal. L'Égypte aussi avait introduit... Voilà, donc c'est très très limité en termes de recherche vaccinale alors que nous sommes pas dans une proportion de 139. Donc il y aura cette difficulté, même si le vaccin était trouvé, je suis probablement sûr pas avant 2021, sauf si ça sera dans ce cas-là une très très bonne nouvelle. Et après, on va courir pour que nous puissions avoir le vaccin. Yves Badou, vous êtes patron d'entreprise. On va voir essentiellement avec vous l'impact de la pandémie sur vos activités, les activités économiques. Il faut dire quand même que ça a été un choc pour l'économie, les petites et les grandes entreprises. Ça, c'est une vérité, c'est une lapalissade qu'à partir du moment où il y a eu le confinement... Il y a eu, pas le confinement, c'est-à-dire le Togo, on n'a pas tenu en tant que tel le confinement, le blocage des routes, des villes, avec le couvre-feu, l'activité économique a chuté. Même le Togolais s'est mis, parce que j'ai dit, le Togolais s'est mis lui-même en autoconfinement. Avant que le gouvernement même n'annonce les mesures à partir de mi-mars, il y a eu beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont pris des dispositions, ont fermé les boutiques, ont fermé les lieux de travail pour essayer de freiner cette pandémie. Mais l'effet sur l'économie s'est fait ressentir surtout au mois d'avril, où, d'après une étude au niveau du patronat, les gens ont perdu jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires, entre 70 et 80 du chiffre d'affaires, en ce qui concerne le commerce. Mais il y a des secteurs, des pans entiers, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, eux, c'est chiffre d'affaires 100%. Vous voyez. Mais quand même, malgré tout ça, ces chefs d'entreprise qui ont quand même une certaine volonté humaniste n'ont pas mis au chômage le personnel, ont continué à les payer. Moi, j'ai eu à discuter avec des directeurs d'écoles qui ont des écoles privées qui n'ont pas mis au chômage, qui ont continué à payer le personnel. Donc, c'est-à-dire que nous, chefs d'entreprise, dans un élan de solidarité nationale ou de participation, parce que je dis que on aura le temps d'en discuter, tout le monde doit faire sa part dans cette crise sans précédent que connaissent toutes les nations. Il faut que chacun y participe pour qu'on puisse se redresser. Donc c'est ce que je peux faire comme tableau. Et après, on pourra développer. Exactement. Professeur Kounetou, autant dire que les entreprises sont en difficulté. Oui, merci de nous avoir invités à ce plateau. Effectivement, beaucoup d'études déjà montrent que les entreprises sont en difficulté. Tel que vient de le dire M. Yves, vous constatez des secteurs qui sont réellement en difficulté. Vous prenez l'hôtellerie, tout est bloqué. Tous ceux qui sont dans la logistique, c'est pas uniquement lié au Togo. Lorsque les ports qui sont autour de vous, qui vous livrent, ne fonctionnent plus, vous êtes touché. Et donc, tout le secteur économique reçoit les signes. C'est pas seulement lié aux dispositions prises par le gouvernement, c'est bien plus le virus et au-delà d'autres dispositions prises dans d'autres pays qui impactent l'économie togolaise. Et les pouvoirs publics tentent d'apporter une réponse à la situation, vaille que vaille. L'État tente d'organiser la riposte sur le plan économique aussi. Analyse des mesures d'accompagnement au Togo dans ce sujet. Le Covid, un mal qui répand la terreur. Mal venu de Wuhan. Le Covid, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, de Wuhan à Paris, de Rio à Lomé. La pandémie du coronavirus nous impose des défis exceptionnels, d'immenses sacrifices. 3 mois après, la vie socio-économique est impactée
Le secteur privé se retrouve complètement affaibli. Sur 120 entreprises sondées, le constat est évident. Voyons dans l'enquête certaines entreprises qui ont systématiquement fermé. Je veux faire allusion à l'hôtellerie et puis à la restauration. Et au niveau des autres entreprises, comment gérer les mesures barrières et en même temps travailler? Au port autonome de Lomé, les activités tournent au ralenti, influant du coup sur les recouvrements des douanes et impôts. Quand la crise a déclenché, à peine 30 conteneurs sortaient par jour. Les opérateurs économiques regardaient leurs conteneurs s'amasser au niveau du port et en plus, ils devaient payer les surestaries. Dans l'informel, en plus de la tristesse et du désarroi, revendeuses et vendeurs ambulants s'interrogent sur le pain quotidien. Au grand marché de Lomé, les couloirs sont vides, les boutiques fermées et l'affluence n'est pas celle des temps ordinaires. Les acheteurs grossistes de nos commerçants viennent des pays voisins, de la sous-région ouest africaine. Donc, la fermeture des frontières et le bouclage des villes a entraîné cette baisse du taux de fréquentation. La population togolaise n'a officiellement pas été confinée. Les ménages les plus vulnérables résidant dans les milieux touchés ont été soutenus au travers du programme d'allocation Novici pour les uns et de l'élargissement de 3 mois de facture d'eau et d'électricité pour les autres. À ce jour, quelle est l'étendue des incidences sur l'économie nationale? La particularité de cette crise, c'est qu'elle est à la fois un choc d'offres et un choc de la demande. Et donc la production ayant reçu un coût, ça affecte aussi la demande. Les études n'ont pas encore permis de savoir l'ampleur, où est le degré auquel on est touché par rapport à cette crise. Il est difficile de dire si nous sommes en récession ou bien si on est en dépression. L'urgence est de sauver l'économie nationale, mais en attendant, le secteur socio-économique s'adapte à la vie avec le coronavirus. Le gouvernement a pour sa part mis en place un fonds de solidarité économique de 400 milliards de francs CFA. Alors, Monsieur Badoun, comment vous organisez-vous pour faire face à cette situation, on va dire, très difficile? Vous savez, le gouvernement a mis en place un certain nombre de, comme on a dit, le fonds de 400 milliards. Nous, au niveau du patronat togolais, nous avons déposé un mémorandum expliquant la situation et faisant des propositions au gouvernement. Nous avons participé, le président du patronat a participé à beaucoup de réunions. Je crois que tous les mardis, il y a une réunion au niveau du ministère des Finances avec les banquiers, parce que j'ai dit que tout le monde doit faire sa part. Pour relancer l'économie, l'État peut faire son budget de 400 milliards. Maintenant, il y a le secteur privé qui est l'acteur du développement, le moteur de la croissance et du développement. Il faut que l'homme d'affaires togolais puisse avoir l'énergie suffisante, la volonté de redémarrer ses affaires. Parce que s'il voit un tableau complètement morose, il ne va pas investir, malgré tout ce qu'on pourra lui donner. C'est ça le problème. Quand en Europe, monsieur le professeur est là, il y a un sondage sur le moral des ménages ou des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise qui est désespéré, il peut avoir des milliards, il n'investira pas. Je disais que tout le monde devait faire sa part pour remonter cette économie. Les chefs d'entreprise ont sérieusement été touchés. Et il y a eu une déclaration très vite de la Banque centrale le 27 mars, suivie d'un avis de la Banque centrale disant que les échéances devaient être reportées de 3 mois. Et après encore de 3 mois. Mais après, quand vous lisez cette déclaration, vous m'excuserez, c'est de l'enfumage, c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'il y a un petit mot qui dit créance saine. Ça veut dire que ce sont les gens qui n'avaient pas de problème, mais on sait qu'au Togo, plein de sociétés ont des problèmes, les créances ont été restructurées. Donc, 90% de ces gens-là
sont complètement out. Et les banquiers... Et dans le mémorandum que vous avez envoyé au gouvernement, Oui. qu'est-ce que vous demandez? Mais nous Qu'est-ce que vous demandons attendez de la au part niveau des du gouvernement, vous savez, c'est clair, monsieur le professeur est là, moi je ne suis pas un grand économiste, un État relance l'économie par deux façons. Soit par la fiscalité, ou soit par la monnaie. Mais aujourd'hui, nos pays du LUMOA n'ont pas accès à la monnaie parce que nous avons une monnaie unique qui est gérée de façon unique aussi. Maintenant, il y a la fiscalité. Mais aujourd'hui, trop d'impôts tue l'impôt. Qu'allons-nous faire? Quelle est la fonction de cet impôt? Est-ce que l'État va accepter de réduire les impôts pour faire plus ou moins un transfert aux populations? Parce que même au même moment, vous avez les pressions fiscales. Parce que à la direction de l'OTR, on estime que, bon, tant qu'il n'y a pas une disposition, le Code général des impôts, qui est un code qui s'impose à tout le monde, doit être appliqué. Et ils font leur job aussi. Il y a quelques exonérations, quelques réductions de taxes. Mais la réduction des taxes, le directeur des impôts du mois de l'OTR ne décide pas de réduire les taxes. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu la réduction des taxes sur l'importation des véhicules. Ou, comme vous voyez au niveau de Lomé, il y a eu un changement, c'est-à-dire un renouvellement du parc automobile, une croissance au niveau... C'est une bonne chose. Même ça va changer au niveau de la logistique. Vous en parlez tout à l'heure, où les gens avaient des vieux camions, ils mettaient une semaine pour monter au nord. Mais quand vous achetez de nouveaux véhicules, vous allez mettre peut-être 2 jours. Donc, ça fait que, mécaniquement, la rentabilité de votre business sera... Maintenant, si on revient dans le cadre du Covid-19, il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes en discussion avec le gouvernement. Nous avons vu le ministre des Finances en ce qui concerne la disposition de la Banque centrale pour que toutes les sociétés qui ne sont pas en créances douteuses puissent avoir accès à cela. Parce que c'est eux qui représentent 90%. Et il faudrait que, au niveau de, je le dis tout le temps, au niveau de la commission de crédit national de crédit, il faudrait qu'on augmente le crédit pour les entreprises. Aujourd'hui, en Afrique, ça ne dépasse pas 20% des investissements pour l'économie. Dans d'autres pays, par exemple, vous allez en Tunisie, c'est 80%, c'est 90%. Dans d'autres pays, c'est 100%. Et parfois, les taux d'intérêt sont écrasants pour... Il y a le taux d'intérêt, mais il faut que les banquiers doivent accompagner. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons à quoi? Les banquiers ont peur, parce qu'avec la situation du Covid-19, il va y avoir des casses. Donc, limitons la casse. Au lieu d'être plus ouverts et engranger plus de crédits pour soutenir l'économie, ce que le gouvernement peut-être a fait, parce qu'on a dit, on a lancé des gros projets, l'ouverture de la construction de la route Lomé à Palimé, tout ça, 224, ça fait partie de l'initiative keynésienne où l'État injecte de l'argent dans l'économie pour développer l'économie. Pour booster le moral aussi des chefs d'entreprise. Bien sûr. Alors, professeur Pounejon, vous qui êtes un spécialiste des questions de gestion, dans cette crise-là, que peuvent faire les chefs d'entreprise pour ne pas se noyer? La réaction face à la crise peut prendre plusieurs formes. On parle de phénomène d'apprentissage. On réagit, apprentissage en simple boucle, on réagit pour régler un problème et on continue pas à fonctionner comme on fonctionnait avant. Ou c'est l'apprentissage en double boucle, où on réagit, mais on change carrément de manière de fonctionner. Et là, cela demande des investissements. Les entreprises doivent aujourd'hui prendre des mesures qui les préservent de façon durable. Et je donne un exemple. Lorsque subitement vous ne pouvez plus faire du travail présentiel, et on parle de télétravail, pour pouvoir organiser cela, vous avez besoin d'investissement. Il faut que les entreprises, et j'ai l'impression que la crise nous impose le recours à la digitalisation, le recours au numérique. C'est des investissements. Et là, le gouvernement peut faciliter, le gouvernement peut orienter en prenant des dispositions qui facilitent l'acquisition des investissements dans ce sens. Mais, tel qu'il le disait tout à l'heure, il faut que les gens aient envie de reprendre les activités. Il faut que les gens puissent réfléchir
Autrement, il faut pouvoir financer les innovations, il faut pouvoir financer les investissements. Je voudrais réagir un peu. Les banques qui financent de façon parfois ou peut-être limitée dans notre contexte, les banques ont peur. Il y a cette question de tension de trésorerie qui va créer une autre crise. Et donc, les banques vont gérer en évitant de faire passer une crise sanitaire en une crise financière, avec automatiquement une autre crise qui sera une crise économique. Mais je pense que la BCEAO a suffisamment pris des dispositions en rassurant les acteurs économiques, quitte à ce que les banques puissent continuer par financer, quitte à ce que les banques puissent soutenir les entreprises en difficulté liées au Covid, bien entendu. Et la banque, elle est, selon les dispositions, les avis qui sont donnés, la banque veut bien même jouer le rôle d'intermédiaire entre les banques commerciales et les acteurs économiques qui demandent du crédit et qui parfois se retrouvent rejetés. Donc, je pense que le monde économique, les acteurs économiques vont devoir réagir de façon durable en faisant des investissements, en orientant de plus en plus des investissements vers l'innovation et la recherche de solutions durables. Et puis, une gestion beaucoup plus saine des économies. C'est la période qui demande beaucoup plus une orthodoxie financière. Oui, tout à fait. Lorsque vous êtes en difficulté, vous êtes obligé de prendre des mesures exceptionnelles. Vous pouvez changer de méthode de fonctionnement qui vous permettent de survivre, parce que là, c'est une question de survie. Au bout de combien de temps allez-vous pouvoir tenir? Cela amène à une gestion très rigoureuse dans les affaires. La crise sanitaire a emporté des milliers d'emplois. Comment les chômeurs et surtout les chefs d'entreprise peuvent s'organiser pour rebondir? Tentative de réponse avec Didier Akwete. Didier Akwete est l'une des principales figures de proue des chasseurs de talents africains résidant en Occident. Fondateur en 1996 du cabinet international de recrutement de ressources humaines Africa Search. Il est, Didier Akwete, pionnier dans ce domaine en France où il s'est installé en tant qu'entrepreneur. Didier, il y a crise, mais des opportunités aussi sans doute. Alors, merci d'abord de m'avoir invité à partager cette analyse post-Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, l'économie mondiale et l'économie africaine vont souffrir énormément de cette pandémie. Et selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire, le monde aura connu une crise aussi importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire à quel point les économies vont être extrêmement touchées. Alors l'Afrique n'y échappe pas évidemment, et pour ceux qui sont sur le marché de l'emploi, la lecture ne peut se faire qu'à travers les secteurs qui vont survivre, qui vont résister au choc économique. Donc c'est regarder d'abord la manière dont les économies vont évoluer, et il y a certains secteurs qui de toute évidence risquent peut-être de disparaître, ou en tout cas de mettre beaucoup de temps à se relever. Je prends par exemple le secteur du tourisme, c'est un secteur qui souffre énormément de la crise, le secteur du transport de toute évidence, et ce sont des secteurs, même s'il y a une réouverture des frontières, qui vont mettre du temps à se relever. Maintenant, en termes d'opportunités, nous avons par exemple négligé un secteur qui est sur la santé. Et aujourd'hui, ces crises révèlent que malheureusement, l'Afrique n'a pas investi comme elle aurait dû dans le secteur de la santé, et c'est un secteur qui devrait offrir des opportunités. Ensuite, des secteurs comme l'agro-industrie, parce que vous savez, de ces crises naissent heureusement des nouvelles dynamiques sectorielles. Et lorsqu'on voit qu'effectivement, pendant la crise, il fallait se nourrir et se soigner, on voit bien que les transformations comme celle de l'agro-industrie en Afrique qui n'ont pas pu se faire, devraient créer des opportunités, parce qu'effectivement, les chaînes de valeur qui ont été endimées ou compromises ou détruites devront être rétablies, et donc ça devrait créer une dynamique de transformation dans un secteur comme celui-là. De manière plus générale, le secteur des infrastructures qui a été sinistré, il va falloir également qu'on remette à jour ce secteur des infrastructures, parce que on voit bien que le rattrapage en termes de développement de l'Afrique ne peut pas se faire s'il n'y a pas un minimum d'infrastructures. Les investissements ont pris un coup, mais il me semble que certains secteurs vont reprendre un petit peu des couleurs pour relancer
l'économie, et donc il faut regarder attentivement celui des infrastructures. Mais après, de manière générale, quand on parle de marché de l'emploi, je crois qu'il faut aussi mettre en perspective le fait que beaucoup de métiers évoluent, beaucoup de secteurs évoluent, surtout en raison de la digitalisation de certains métiers, de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou la digitalisation qui touche les secteurs comme le secteur financier, le secteur des télécoms, qui connaissaient déjà ça, bref, tous les secteurs, même la manufacture est impactée par la digitalisation, et donc c'est plutôt dire à ceux qui se retrouvent sur le marché un peu les nouvelles compétences dont il faut qu'ils se dotent pour arriver à intéresser des entreprises, et donc notamment tout ce qui est digital, intelligence artificielle, fait partie de ces nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux dirigeants d'entreprises dont la plupart sont en difficulté aujourd'hui face à la pandémie? Que doivent-ils faire? Comment doivent-ils opérer pour générer une forme de résilience face à cette situation finalement de crise? Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de toute évidence, il y a une première urgence, c'est l'urgence financière. Vous avez vu sans doute que beaucoup d'entreprises continuent de souffrir de la crise, avoir fermé 3-4 mois sans chiffre d'affaires, forcément qui crée une crise importante sur les ressources financières des entreprises. Donc, la première des choses, c'est d'abord de retrouver un semblant de liquidité, un peu de trésorerie pour redémarrer. Et c'est là où les États ont une grosse responsabilité dans la manière dont les plans de stimulation économique sont structurés pour que ça touche la plupart des entreprises. Or, on le voit, la plupart des entreprises ne sont pas touchées par ces stimulus, par ces plans qui sont mis en place. Donc, il reste simplement la banque. Et la banque, évidemment, dans les périodes de crise, la banque a aussi tendance à être beaucoup plus conservatrice et à prendre moins de risques. Et c'est là où les fonds de garantie peuvent venir en appui aux banques pour que les banques soient un petit peu plus souples dans les conditions d'octroi de financement aux PME et aux entreprises. Donc la première réponse, c'est d'abord une réponse financière, malheureusement, parce que ça passe par ça, la survie des entreprises. Deuxièmement, c'est l'approche des marchés. Certains marchés vont se contracter énormément et d'autres vont se développer. Donc, ce qu'on appelle un peu la diversification stratégique, le repositionnement stratégique pour les entreprises, va consister peut-être à sortir des marchés traditionnels dans lesquels ces entreprises étaient pour aller vers des marchés plus porteurs. Une entreprise qui était par exemple dans le secteur minier et qui servait le secteur minier avec toutes les mines qui ont fermé dans certains pays, c'est compliqué de penser que cette entreprise peut redémarrer demain en servant toujours ce secteur. Une entreprise qui était dans la restauration, qui a fermé pendant des mois, qui revient sur le marché, c'est un peu compliqué de lui dire ça va être business as usual, peut-être qu'elle va se reconvertir en faisant peut-être de la distribution alimentaire et non plus être restaurateur. Donc vous voyez, donc le deuxième élément, c'est vraiment comment les entreprises vont se réinventer en se repositionnant, en se diversifiant. Et puis peut-être troisième élément, c'est que ces entreprises qui opéraient jusqu'à présent sur des marchés domestiques ou des marchés fermés vont essayer de regarder à l'extérieur de leur marché dans le cadre de cette diversification pour ne pas rester, entre guillemets, englués dans un marché qui aujourd'hui souffre, d'autant plus que certains pays vont vraiment être en contraction économique, en grosse récession. Donc certains de ces entrepreneurs, c'est l'occasion de regarder en dehors de leur marché traditionnel. Retour au plateau avec vous, avant de revenir aux chefs d'entreprise et aux spécialistes des questions de gestion. Professeur Didier Kouévi, les spécialistes l'ont dit, il faudra désormais apprendre à vivre avec le coronavirus. Comment va se faire cet apprentissage? Que faire pour adopter ce nouveau mode de vie? D'accord. Au fait, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que cette épidémie va durer dans le temps, très probablement jusqu'à la fin de l'année au minimum, ou bien jusqu'à ce qu'on découvre un vaccin. Nous devons apprendre à vivre avec ce virus parce que, comme nous avons appris à vivre avec le paludisme, c'est-à-dire que pour le paludisme, ce que nous recommandons, c'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés. C'est comme nous avons appris à vivre avec le VIH.
avec le VIH qui fait plus de 2,8 millions de décès par an, c'est l'utilisation des préservatifs. Et donc, pour le coronavirus, ça sera l'utilisation des masques. Donc, nous devrons nous préparer pour vivre avec ce nouveau coronavirus en adoptant les gestes barrières. Tout à fait. Monsieur Badou. Oui, bon, moi... Finalement, on risque de porter du voile intégral à la fin. Ah, mais si c'est le prix à payer pour la vie, moi je suis pour. Mais pour revenir à la relance de l'économie, ce qui est un peu le sujet aujourd'hui, le Togo est un pays essentiellement agricole. 40% du PIB, de produit intérieur brut, ça provient de l'agriculture. 65% de la population active provient du produit. Donc, la révolution agricole est le prémisse de la révolution industrielle. C'est un schéma classique de développement. Nous, au niveau du Togo, pour maintenir, et je suis ça, nous, au niveau du patronat, nous sommes en adéquation totale et parfaite avec le gouvernement. Nous avons quelque chose au Togo que nous étions en train d'implémenter, qui avait une adhésion nationale. C'était le plan national de développement 2018-2022, que nous étions en pleine implémentation. Il suffirait de reprendre ce plan, et dans l'axe 2 de ce plan, c'est le développement, la transformation du secteur agricole. Il faut qu'on passe d'une agriculture pluviale à une agriculture plus ou moins industrialisée. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Togo, moi, avant de venir à cette émission, j'ai essayé de faire un peu le tour de la question. Le FNFI a injecté 2 milliards de mars à maintenant pour les petits agriculteurs, pour permettre la relance, pour soutenir le fonds. Au niveau du MIFA, nous allons pas investir, c'est-à-dire apporter notre garantie pour entre 25 à 30 milliards au secteur agricole, pour pouvoir faire la transformation, pour pouvoir développer et maintenir. Une fois que ce secteur, qui est la base même de notre économie, pourra réamorcer la croissance, je pense que les autres trucs vont suivre, les autres secteurs vont suivre. C'est important. Et cette crise a révélé aussi la fragilité des pays africains dans le domaine de l'industrialisation. Professeur Kounetchron, les Africains ont eu du mal à fabriquer des masques à échelle industrielle. Les respirateurs, on a dû courir dans tous les sens pour en trouver. Le professeur Ekevi peut en témoigner. Alors, même les recherches thérapeutiques, on a découvert nos lacunes. Mais que faire? Est-ce que cette crise peut profiter à l'Afrique pour rebondir autrement? Oui. La crise, si on l'analyse, permet d'identifier les secteurs porteurs, les secteurs qui doivent mobiliser de l'attention. L'État peut porter des projets en constatant, la crise montre bien nos faiblesses. Si au bout de 3 mois, on n'arrive pas à trouver certains produits sur le marché, cela montre que nous n'avons pas la capacité d'être autosuffisants pour ces biens. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à la transformation. Le secteur manufacturier au Togo n'est pas très développé. C'est vrai que la production... Dans la plupart des pays africains, oui, francophones surtout. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Et donc, la production primaire doit pouvoir être soutenue par la transformation. Et donc, il faut qu'une analyse stratégique nous permette d'identifier. Et ça, c'est pas uniquement dans le secteur alimentaire. Est-ce qu'il faut attendre une prochaine crise pour créer les laboratoires capables de fabriquer des tests? Est-ce qu'il faut attendre? Donc, on a un changement stratégique qui entre bien dans les plans actuels de développement et qui doivent nous permettre de nous préparer, d'être en mesure d'affronter une quelconque autre crise qui pourra nous obliger de fermer les frontières. Nous devrons pouvoir survivre au-delà de 6 mois, au-delà d'1 an. Et c'est cette transformation qu'il faut impulser. Non, mais je pense qu'il y a un début de réveil quand même à l'université de Lomé, où en collaboration avec des Fab Labs, des jeunes ont eu l'idée de fabriquer un respirateur.
Oui, mais en même temps, c'est des prototypes. C'est-à-dire qu'on a fait un respirateur, il faut quand même raison garder, ce ne sont pas encore des respirateurs. Je ne pense pas que si on vous dit qu'on va vous brancher avec ce respirateur, intubé, ventilé, vous serez tout à fait d'accord. C'est un début. Je pense que il faut avoir une vision à long terme et vraiment sur une vraie planification qui va se faire sur des années et identifier les secteurs d'investissement. La place des grandes écoles manque. Par exemple, fabriquer des respirateurs, ça c'est la place des grandes écoles. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion sous-régionale. Même en termes de recherche thérapeutique, il faut une réflexion sous-régionale, un centre de recherche sous-régional, parce que le Togo isolé ne pourra pas répondre à tous ces défis. Tout le monde tend la main au pouvoir public, à l'État, mais est-ce que l'État a encore les moyens de faire face à la situation aujourd'hui? L'État qui croule sur le poids de la dette, cette question de la dette aussi, il faudra la régler. Faut-il l'annuler? Est-ce que nos États ont les moyens pour faire face à la situation aujourd'hui? Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de dire un État n'est jamais en faillite. Vos employés vont vous répéter cette phrase. Oui, mais elle n'est pas de moi. C'est une phrase qui est labellisée. Un État souverain n'est jamais en faillite. Il y a des défaillances. Je parle sous le contrôle de le professeur de l'économie. L'État togolais fut un moment avec de gros problèmes. Aujourd'hui, nous, en tant que chef d'entreprise, on court après les contrats d'État parce qu'on sait que l'État togolais pèse sur rubis sur ongle. Il peut y avoir des moments de difficulté pour l'État, mais aujourd'hui, la signature de l'État togolais est une bonne signature. Moi, si j'ai un client État togolais, moi j'ai tous les financements que je veux. La preuve, quand les gens ou les opérateurs économiques viennent, ils cherchent avant tout la garantie souveraine. Parce qu'ils savent qu'avec cette garantie, elle est bonne. Et puis le Togo a une rétine. Quand le Togo a fait... Il y a des choses qui passent sous silence ou qui sont des choses anodines. Mais nous, en tant que chef d'entreprise ou en tant que professionnel, si le Togo va à Londres, qui est une place financière de réputation, la première place financière mondiale, va lever des fonds, c'est que les acteurs économiques ou les partenaires du développement ou les entreprises ont confiance en notre pays. C'est pour ça que cette crise du Covid-19, moi, me fait mal. Parce qu'avec le plan national de développement, nous avons, en tant que ce soit au niveau du patronat ou que ce soit des entreprises individuelles, que nous sommes des demandes sur le Togo, où il y a des gros groupes, des agents de notation qui passent leur temps à venir à Lomé parce que on sentait qu'il y a quelque chose qui se passait autour de nous. C'est pour ça que moi, je n'ai pas tellement peur. Parce qu'on dit récession, dépression. J'écoutais la dernière fois une radio internationale, que je ne m'en ai pas pour ne pas faire de la pub, que tout le monde écoute tous les matins, qui disait que, et c'était une analyse, on dit que ce n'est pas en tant que tel une dépression ou une récession. Parce que ces fermetures ont eu lieu mécaniquement, où les gens disent « Ah, il y a une maladie, on ferme ». Maintenant qu'on va réouvrir, bien sûr, il y aura certains sur le carreau, mais il y aura une croissance, un redéveloppement. Maintenant, ce redéveloppement, il faut qu'il y ait quand même aussi le changement de mentalité. Parce que celui qui fait, c'est l'État régalien, c'est le keynésianisme que même qui est prôné partout aujourd'hui. Il faut relancer par la consommation, il faut faire massivement de consommation. Et la seule entité qui puisse faire cela, c'est l'État. Alors, que faire de la dette des pays africains? Excusez-moi, j'ai envie de rajouter, même des pays ultra-libéraux sont en train de tout tourner vers ça. Professeur Kounetron, est-ce que cette question de la dette ne va pas plomber les pays africains à trouver la parade à cette crise sanitaire pour relever la tête finalement? Oui, la dette a un poids. Le service de la dette et le remboursement de la dette a un poids. Si l'État peut s'en passer, ce serait une bonne chose. Si les partenaires veulent bien annuler les dettes, ce serait une bonne chose. Cela donne davantage de moyens à l'État pour pouvoir financer l'économie. Donc, c'est pas fondamentalement mauvais de penser qu'on va pas soutenir cette demande. C'est une bonne chose. Si les partenaires financiers l'accordent, c'est bien pour l'État.
L'Afrique peut-elle compter toujours sur ses partenaires en développement? On va suivre l'analyse d'Arthur Minsat. Il est le responsable unité Afrique de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. L'OCDE œuvre pour la mise en place de politiques qui favorisent la prospérité, l'égalité des chances et le bien-être pour tous. Il y a un duplex avec nous de Paris en France. Les craintes sont évidemment d'avoir un double choc, c'est d'avoir tout d'abord un choc qui a lieu, qui est en train de se matérialiser maintenant, mais d'avoir un revirement du choc qui indiquerait une deuxième pandémie et qui pourrait se matérialiser si les hotspots que nous voyons par exemple en Chine, à Pékin, pourraient continuer de se matérialiser dans d'autres pays du monde, en Afrique, mais aussi dans des pays européens ou bien aux États-Unis par exemple, et qui pourraient relancer la récession. Donc ça, c'est un risque qui est important et que l'OCDE sur lequel il a bien mis le doigt dans nos projections macroéconomiques. Par contre, je pense que les pays africains ont pris toute conscience des enjeux. Je pense que les politiques africains ont réagi très rapidement à la pandémie, contrairement à ce que l'on a pu voir dans d'autres régions du monde où il y avait moins de coordination, une réaction moins rapide et où la pandémie était moins prise au sérieux que dans les pays africains. Donc il y a une réaction qui a été très rapide et qui montre bien qu'on a un leadership qui peut répondre aux enjeux. Cela va dépendre de la capacité des économies africaines et des gouvernements à pouvoir financer ces économies, notamment des négociations pour la dette, pour pouvoir la restructurer la dette africaine, qui sont des éléments très importants, à plus de 60% du PIB du continent, pour pouvoir financer ces économies. Un deuxième élément de réforme est évidemment au niveau de la fiscalité. Nous avons une fiscalité sur les pays africains qui est uniquement à 17% du PIB, qui a stagné récemment malgré des progrès dans les dernières années. Et donc il faudra continuer de réformer dans un contexte de digitalisation et où donc il faut pouvoir générer plus de ressources pour les États qui doivent donc investir massivement dans les économies, dans les infrastructures, dans les secteurs sociaux, la santé et l'éducation. Et pour cela, il leur faut donc des financements qui peuvent venir donc de la dette, mais aussi très important des taxes. Et notons ici que l'ensemble du continent africain a un énorme potentiel. C'est la zone d'intégration africaine, le libre-échange africain, pour pouvoir créer des emplois en permettant aux entreprises d'échanger et de produire les produits directement sur le continent au lieu de les importer depuis ailleurs. Et ça, c'est vraiment le grand enjeu qui est analysé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et sur lequel nous travaillons donc en étroit partenariat avec le Togo, mais aussi avec l'Union africaine ou bien les communautés économiques régionales comme l'UEMOA, de manière à pouvoir avancer sur cet agenda de l'industrialisation à l'ère du digital. Alors, nous acheminons vers la fin de cette émission. Professeur Didier Ekwevi, finalement, quelle orientation, vous en avez parlé un peu, pour le monde d'après sur le plan sanitaire? Vous avez dit qu'il faut se préparer pour affronter donc la nouvelle situation. Ça veut dire qu'il faut dépasser la peur aussi et recommencer par vivre normalement. Oui, tout à fait. Il faut recommencer par vivre normalement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette épidémie va durer dans le temps. Et deuxièmement, pour une reprise économique, il faut apprendre à vivre avec le virus. Et les responsabilités se situent à 3 niveaux. D'abord au niveau de l'État, ensuite au niveau de la communauté et puis au niveau individuel. Donc c'est la responsabilité de tous qui nous permettra de pouvoir affronter cette épidémie. Mais sur le plan africain, la courbe grimpe dans beaucoup de pays. A contrario, dans votre pays, le Togo par exemple, paradoxalement, elle descend. Elle ne descend pas, mais il faut faire elle stagne, il faut faire très attention. C'est vrai que dans tous les pays de la sous-région, il y a une augmentation du nombre de nouveaux cas. Est-ce qu'il y a
un transfert de l'épicentre. J'espère que c'est pas ceci. Est-ce que c'est parce qu'on a allégé l'allègement de certaines mesures, notamment l'ouverture des églises, qui a entraîné une certaine augmentation de cas? Je ne sais pas encore très bien. Ce dont on est sûr, le Togo est le seul pays encore à ne pas avoir décidé de ne pas encore ouvrir les lieux de culte. Donc nous devons observer, et c'est la vigilance qui est de mise pour pouvoir prendre des décisions. Les évaluer et puis adapter en fonction de la stratégie proposée. Merci infiniment, professeur Didier Kouéli, épidémiologiste. Merci pour votre contribution dans le cadre de la riposte contre cette maladie à coronavirus. Merci. Monsieur Badou, mais comment se préparer pour aborder le monde d'après sur le plan économique? Vous, particulièrement, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, mais nous ferons notre job d'homme d'affaires, saisir les opportunités. Cette crise du coronavirus a montré la capacité d'adaptation des Togolais. Parce qu'on appelle quelque chose maintenant le corona business. J'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément des hommes d'affaires se muter en véritables chefs d'entreprise dans les masques, les blouses, tout ce qui concerne le coronavirus. J'ai trouvé ça extraordinaire. Peut-être qu'il y a un pan qui a été touché, mais il y a eu d'autres plans qui ont permis une certaine croissance, pas une croissance, mais qui se sont levés aussi. Donc, je peux dire que, pour terminer, le mot de la fin, ce n'est pas qu'on attend tout de l'État, mais l'État, elle doit être le leader de cette croissance. On a dit qu'on a changé de paradigme, d'accord? Maintenant, c'est l'État qui doit impulser la nouvelle marche et la nouvelle dynamique. Parce que moi, je suis dans une optique keynésienne de relance économique, même au niveau de l'OCDE. En ce qui concerne la dette, et j'ai dit tout le monde doit faire sa part. En ce qui concerne le G20 a dit clairement qu'il faudrait reporter un moratoire. Nous ne voulons pas de moratoire. Il y a eu, je crois, une décision au niveau de l'Union africaine qui a dit il faut arrêter. Si on veut, parce que le monde a changé, si on veut un nouveau départ pour tous, il faut accepter d'aller dans le moratoire. L'annulation de la dette. Professeur Kouléchon? Pas l'annulation de la dette, parce qu'il y a le club de Paris et le club de Londres. Le club de Londres, ce sont les privés. Eux, ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Ouais, on va conclure, professeur Kouléchon. Merci. Je voudrais peut-être dire 2 ou 3 choses. Premièrement, soutenir les entreprises pour ce qui est des dépenses d'investissement. Encourager l'innovation, la transformation, la digitalisation des processus dans les entreprises et aussi aider à identifier les opportunités de transformation pour rendre un peu plus autonomes nos économies. Merci. Merci à vous tous de votre participation. Et si nous arrivons à la fin de ce programme spécial Téléthon Covid-19, on vous le rappelle, une idée originale de Focus Yakou avec l'appui de l'Institut national d'assurance maladie du Togo. Nous disons merci à tous nos partenaires en télévision également, puisque ce programme a été synchronisé avec 2 chaînes locales du Togo, TV2 et RTDS. L'équipe technique qui nous a permis à réaliser cette émission à New World TV également. Merci infiniment à vous. À très bientôt pour un autre rendez-vous spécial. Merci.